Donc, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous vous proposons un webinaire grâce à l'association Rose Up. Je me présente, je suis Aurélie Benoît-Grange, la directrice de la Maison Rose Paris. Et nous avons invité aujourd'hui le docteur Delphine Verrer, gynécologue à l'IGR, l'Institut Gustave Roussy, qui va nous parler aujourd'hui de l'hormonothérapie et de ses effets. Alors, pourquoi cette thématique? On a trouvé qu'elle était intéressante puisque beaucoup d'entre vous ont vu leur traitement avec le confinement modifié. Comme je vous disais, docteur Verrer, certaines étaient en parcours de soins, chimiothérapie, radiothérapie ou en attente d'examen. On a stoppé en attente de traitement. On a stoppé ces traitements en leur disant en attendant, on va vous mettre sous hormonothérapie, on verra ensuite, ce qui a généré beaucoup de questionnements de la part de ces femmes. Donc, il nous paraissait important aujourd'hui de vous donner la parole pour évoquer l'hormonothérapie. Qu'est-ce que c'est alors l'hormonothérapie, docteur? Alors bonjour à toutes, je vois que vous êtes nombreuses à arriver. Je me suis aidée d'un petit diaporama pour vous expliquer tout ça. Alors, voilà. C'est parfait, docteur, on voit bien le diaporama. Voilà, donc on va parler aujourd'hui des hormones. Qu'est-ce que c'est qu'une hormone? Donc c'est un messager qui circule dans le sang. Donc on connaît plusieurs hormones, par exemple les hormones thyroïdiennes qui sont sécrétées par la thyroïde. Aujourd'hui, on va parler exclusivement des hormones sexuelles féminines et en particulier les œstrogènes. Ici, c'est une diapositive très riche sur laquelle on reviendra plusieurs fois au cours de la présentation pour vous montrer à quel point les œstrogènes ont un effet large sur différents organes chez la femme. Alors, l'œstradiol, il est synthétisé à partir de la puberté et jusqu'à la ménopause par les ovaires. Donc, vous avez un petit schéma qui vous montre l'utérus, les ovaires qui sont rattachés aux trompes. Et donc, les deux ovaires, à partir de la puberté, sécrètent les œstrogènes. Et cette sécrétion, elle est stimulée par une glande à la base du cerveau qui est l'hypophyse. C'est le schéma de gauche que vous voyez. Il y a l'hypophyse qui sécrète des hormones appelées FSH-LH. Et en dessous, c'est une tranche d'ovaire, un petit bout de tissu d'ovaire. Et l'œstrogène, en réponse à la stimulation de l'hypophyse, synthétise l'œstrogène et la progestérone. Alors, sauf qu'après la ménopause, il y a toujours des œstrogènes. Alors, cette fois-ci, la sécrétion est différente parce qu'après la ménopause, les ovaires ont terminé de travailler. Donc, c'est une autre source d'œstrogène qui existe. Cette fois-ci, ce sont des œstrogènes sécrétés à partir des hormones mâles, les androgènes, qu'on fait principalement grâce à des petites glandes au-dessus des reins, appelées les surrénales, qui font des hormones mâles. Et il y a un petit outil qu'on appelle une enzyme qui transforme ces hormones mâles en hormones femelles. Et ce petit outil, c'est l'aromatase. Donc, on a vu qu'il y a deux modes de sécrétion des œstrogènes, avant la ménopause, les ovaires, et après, grâce à l'aromatase. Et on a développé dans le cancer du sein plusieurs types d'hormonothérapie. En fait, on devrait les appeler des anti-hormones puisque c'est pour neutraliser l'effet des œstrogènes. Donc, il y a une catégorie qui s'appelle modulateur des œstrogènes, c'est le tamoxifène, qu'on donne surtout avant la ménopause ou en périménopause. Une autre catégorie, les anti-aromatases, qui comprend plusieurs molécules. Et parfois, on complète le traitement par les agonistes de la LHRH. C'est un traitement par injection qui va neutraliser l'hypophyse, la petite glande à la base du cerveau qui stimule les ovaires. Et du coup, ça stimule moins bien les ovaires. Alors ici, vous avez un schéma qui montre le mode d'action de l'hormonothérapie. C'est un schéma assez complexe, on va le détailler. Donc, à gauche, vous voyez que l'œstrogène, ce sont des petits losanges gris, vont aller stimuler certaines cellules, notamment les cellules du sein,
Et dans certains cancers du sein, il y a bien ces récepteurs. Donc, il y a une stimulation par l'œstrogène des cellules du cancer du sein. Et cette stimulation peut entraîner une multiplication. Donc, pour diminuer les risques de récidive, quand les cancers du sein expriment un récepteur hormonal, ce qui a été étudié lors du diagnostic par une biopsie ou lors de l'intervention, on a regardé si le cancer du sein avait des récepteurs hormonaux. Dans ce cas-là, pour diminuer les risques de récidive, on veut bloquer ce mécanisme de stimulation des œstrogènes. Donc, plusieurs possibilités, puisqu'on a vu qu'il y a plusieurs possibilités pour faire des œstrogènes. Une des possibilités, c'est avec donc le tamoxifène, qui est une fausse clé, un modulateur sélectif des œstrogènes. C'est-à-dire que dans certains organes, ça va plutôt stimuler les cellules, mais pour le sein, ça va inhiber, ça va se mettre à la place des récepteurs et annuler l'efficacité du récepteur. Donc la cellule n'est plus stimulée. Ça, c'est ce qu'on utilise chez les femmes non ménopausées. Une autre possibilité chez les femmes ménopausées, c'est de donner un inhibiteur de l'aromatase, un anti-aromatase. Et donc ça va bloquer la transformation des androgènes en œstrogènes et donc la quantité d'œstrogènes va diminuer. Donc ça, ce sont les différents mécanismes d'action de l'hormonothérapie. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade, Aurélie. Non, pour le moment, c'est plus sur les effets secondaires. Donc là, c'est… Oui, visiblement, tout le monde vous écoute avec grande attention. Bon, alors on va aborder ce schéma qui a un impact large des œstrogènes sur différents organes. Donc, la baisse des œstrogènes, qu'elle soit naturelle avec la ménopause ou artificielle avec les traitements, voire franchement majorée par ces traitements du cancer du sein. Donc, ça va donner une carence en œstrogènes qui est importante, avec des effets secondaires qui sont souvent importants. Alors, les œstrogènes aident à réguler la température corporelle. C'est un mécanisme cérébral qui va être perturbé par la carence hormonale, d'où les bouffées de chaleur qui peuvent être très importantes avec des suées, des crises où on est toute rouge, notamment en réunion avec le stress, etc. Ça peut être très gênant. Tout ce qui va être stress va favoriser certaines molécules dans l'organisme et vont favoriser la survenue de la crise. Donc, il faut essayer de lutter contre le stress comme on peut. Sophrologie, relaxation, yoga. Une activité physique régulière aide à diminuer la fréquence des crises de bouffées de chaleur. De même qu'une alimentation équilibrée, on sait que s'il y a un surpoids, il y a un peu plus de bouffées de chaleur. L'hypnose peut avoir une efficacité directe sur les bouffées de chaleur. On peut essayer, de même que d'autres médecines complémentaires, comme l'acupuncture, l'auriculothérapie. Par exemple, vous pouvez contacter la Société française d'auriculothérapie pour avoir des coordonnées, en parler à votre médecin traitant, à votre oncologue, pour avoir des listes de correspondants fiables pour essayer de traiter ces symptômes. On peut essayer certains complémentaires, par exemple le Cérélis a été étudié dans le cancer du sein, alors avec une toute petite série de patientes, mais il y a une certaine efficacité. Il y a d'autres compléments qui peuvent être essayés. Dans certains cas, il y a également possibilité de donner des traitements médicamenteux, mais le plus souvent on évite parce que les médicaments peuvent avoir aussi d'autres effets secondaires et l'efficacité n'est pas toujours forte. Donc, on voit qu'il y a différentes choses qu'on peut essayer pour diminuer la fréquence des bouffées de chaleur. Ça ne va pas forcément les arrêter complètement. Il faut savoir qu'en général, elles apparaissent assez rapidement à l'instauration du traitement, dans les semaines, voire les premiers mois. En général, ça ne fait pas que se majorer au cours du temps. Ça s'installe assez vite, on est assez rapidement fixé sur l'intensité. Et puis, il faut qu'on essaie de voir comment on peut les améliorer. Les compléments alimentaires, donc ça me semblait bien de mettre une petite affiche dédiée parce qu'on a reçu plusieurs demandes là-dessus.
Alors, comme l'hormonothérapie, en fait, ce sont des anti-hormones, on va lutter contre l'œstrogène. Donc, ce qu'il faut surtout faire attention, c'est de ne pas apporter des œstrogènes par les plantes. Alors, ce sont toujours des œstrogènes plus faibles. Ce qu'on connaît surtout, c'est le soja. Néanmoins, dans ce contexte, des compléments à base de soja pris tous les jours sont complètement contre-indiqués. Après, si un jour vous avez envie de manger un peu de soja, une assiette de soja un jour, il n'y a aucun problème. Mais tout ce qui serait complément extrait en gélule quotidien, ce ne sera pas possible. Il y a le site de la Fondation du cancer de Belgique qui a développé un petit guide avec quelques molécules et qui a également tout un listing de sites complémentaires que vous pouvez consulter si besoin. Parce que moi, j'ai des patientes qui me posent des questions pour énormément de compléments. Je ne connais pas toujours la réponse. C'est aussi régulièrement sur les huiles essentielles. Là aussi, faites attention. S'il y a des phytoœstrogènes, il vaudra mieux éviter. Je ne sais pas s'il y a des questions sur les bouffées de chaleur. Non, on a plutôt des questions sur la prise de poids et la perte de poids une fois qu'on a arrêté l'hormonothérapie. D'accord. Alors, là, tout de suite, j'avais prévu plutôt d'aller vers les douleurs, mais on va parler du poids aussi. On peut venir directement au poids. On va commencer par le poids. Alors. Donc, effectivement, il y a un problème de prise de poids très fréquent. Pourquoi? Parce que dès le début de la maladie, on va perdre son capital musculaire. Avec l'opération, on réduit son activité physique et on sait que ça peut avoir un impact assez rapide sur le capital musculaire. Lors de la chimiothérapie aussi, il y a souvent une force musculaire. Donc tout ça va perturber le métabolisme. Et l'hormonothérapie elle-même va modifier le métabolisme qui sera un petit peu moins actif avec une prise de poids. Et ça va également changer la composition corporelle avec un peu plus de graisse au niveau du ventre et un petit peu moins au niveau des cuisses. Donc c'est un problème très fréquent rencontré qui est difficile à vivre. La tentation de faire des régimes restrictifs est néfaste, ça donne une prise de poids avec des alternances perte de poids, prise de poids qui aboutissent au total à une prise de poids, il y a une perte de muscle. Ce qui est conseillé, c'est de garder une alimentation bien équilibrée, se faire aider s'il faut par une diététicienne, un nutritionniste. Des fois, il y a des erreurs dont on n'a pas conscience. Le plus simple, c'est les boissons sucrées qui apportent beaucoup de calories. Et puis surtout, de l'activité physique. On va aborder l'activité physique. Il y a plusieurs diapositives parce que c'est vraiment important. Alors après arrêt du traitement, ça peut être un petit peu plus facile de maintenir le poids, mais ce ne sera pas forcément complètement résolu. Notamment si on est ménopausé, on a toujours plus tendance à prendre du poids si on n'est pas ménopausé. J'ai une Agnès qui nous pose la question, quand a lieu cette prise de poids? Au début de la prise du traitement ou ça peut arriver un peu plus tard? Alors c'est un effet assez graduel, effectivement, qui peut être au fur et à mesure des années. D'accord. Et si une prise de poids est vraiment très importante, on a le cas d'une personne qui nous dit avoir pris 25 kilos. Du coup, ça la place vraiment en obésité. Donc, avec sûrement d'autres problèmes de santé, elle demande dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faut pas arrêter l'hormonothérapie quand la prise de poids est tellement importante que du coup, on bascule sur une obésité entraînant d'autres problèmes de santé? Alors là, il faut absolument une prise en charge spécifique avec une diététicienne, voire plutôt un nutritionniste, faire un bilan, voir s'il n'y a pas une cause à cette prise de poids comme un dysfonctionnement thyroïdien. Il faut un accompagnement vers une activité physique régulière. Ce n'est pas du tout un motif classique d'arrêt de l'hormonothérapie. Mais je dirais que la gestion du poids est souvent quelque chose de compliqué qui peut s'ajouter aux autres effets secondaires. Pour cette personne en particulier, j'insisterai beaucoup déjà sur l'aspect nutrition, l'aspect activité physique avant d'envisager l'arrêt de l'hormonothérapie. D'accord. Et on a, docteur, des personnes qui nous disent qu'elles font vraiment très attention à leur poids, l'alimentation, au sport et qu'il y a quand même cette fameuse prise de poids. Parce qu'il y a une modification du métabolisme. Donc, on aura beau faire
très attention, voire même plus attention qu'avant, c'est très ingrat. Il y a une tendance générale à la prise de poids. Oui, D'accord. donc vraiment pas hésiter à se faire aider par un professionnel, même si jusqu'à présent on n'en avait absolument pas besoin. Des fois, les diététiciennes trouvent des petites erreurs faciles à corriger. Après, ça peut être plus compliqué, mais l'activité physique va vraiment vous aider, va vous permettre de regagner un capital musculaire et vraiment aider à maintenir le poids. On veut pas, ça passe pas que par l'assiette, c'est vraiment aussi l'activité physique. D'accord. Alors, cette prise de poids, elle peut favoriser les douleurs articulaires, les douleurs ostéo-articulaires. Et ça, c'est également un effet secondaire du traitement qui est très important, très fréquemment rapporté. Alors, contrairement aux bouffées de chaleur qui sont là globalement dès le départ, c'est comme la prise de poids. Ça va être au fur et à mesure qu'on va ressentir ces douleurs, parfois localisées, souvent diffuses. Là aussi, on peut s'aider des médecines complémentaires comme l'acupuncture, l'auriculothérapie. L'activité physique a un rôle de réduction qui est absolument majeur d'après les études. C'est parfois difficile de se lancer tellement on a mal partout, mais ça aide beaucoup. J'ai des patientes qui me disent si le matin je ne prends pas le temps de me dérouiller, avec 10-15 minutes d'activité, je passe une mauvaise journée. Donc même si on a mal, il faut se forcer à bouger, ça fera toujours du bien. Il faut faire le point avec son médecin, consultation dédiée. C'est important de prendre son temps pour s'occuper de ses symptômes parce que tout simplement, s'il y a une douleur très localisée, il vaut mieux faire des radios pour voir ce qui se passe, voir s'il ne faut pas une consultation avec un rhumatologue qui peut aussi apporter des soins médicaux. Alors, si c'est une douleur localisée, on a reçu tout à l'heure une question sur une douleur musculaire, ben, on peut avoir un démassage. Il y a une patiente qui a dit qu'elle avait des douleurs de cuisse. Donc, un massage, ça peut marcher, ça peut être pratiqué par un kiné sur ordonnance médicale. Alors, si c'est une seule articulation, on peut envisager éventuellement un anti-inflammatoire local. Pour les douleurs généralisées, c'est vrai que les anti-inflammatoires marchent bien. Malheureusement, ce sont des traitements qui ont des effets secondaires importants. Il y a des risques de complications, notamment digestives, du ulcère de l'estomac. Et puis là, dans le contexte de l'épidémie Covid-19, on évite les anti-inflammatoires au long cours. Mais de manière ponctuelle, si on a une poussée douloureuse, c'est tout de même possible d'envisager les anti-inflammatoires en accord avec votre médecin traitant. D'accord. Certaines femmes nous disent qu'elles ont des douleurs au bas du dos. C'est quelque chose que vous entendez souvent, docteur, au sein de vos consultations? Oui, tout à fait. C'est une localisation très classique de ce qu'on appelle l'arthrose, donc l'usure articulaire, qui est favorisée par la carence hormonale, puisque les œstrogènes apportent une protection articulaire qu'on va perdre avec la ménopause naturelle et encore plus sous hormonothérapie. Donc c'est un cycle tout à fait classique de douleur. Néanmoins, quand c'est comme ça, une douleur localisée, c'est mieux de faire une radio pour voir exactement ce qu'il en est. Et puis, éventuellement, prendre l'avis d'un rhumatologue. Parfois, il peut proposer, par exemple, une infiltration si c'est indiqué ou avoir des idées de soins avec un kinésithérapeute. D'accord. Et une question par rapport à l'activité physique que vous préconisez. On peut choisir n'importe quel type d'activité physique où il faut de la gym douce, par exemple, ou quelqu'un qui est très sportif peut faire un sport plus dense. Quel est votre point de vue sur le sujet? Alors, on va l'activité physique, elle a beaucoup d'effets bénéfiques, notamment l'amélioration de la composition corporelle, donc la production d'un capital musculaire meilleur permet de favoriser le maintien du poids, ça réduit la fatigue, même si au départ c'est difficile parce qu'on est si fatigué qu'on n'a pas envie de démarrer une activité physique. Ça a une action positive sur les syndromes dépressifs et sur les syndromes douloureux, notamment toutes ces douleurs. Et ça prévient la perte osseuse et les complications cardiovasculaires qu'on va voir ensuite. Cette activité physique, il y a des repères par l'OMS de durée au moins 150 minutes d'activité modérée ou 75 minutes d'activité soutenue. Ce sont des durées hebdomadaires. Il faut Donc détailler que finalement, on peut faire n'importe quel type d'activité.
Exactement, il faut bouger. Il faut bouger des tranches d'au moins 10 minutes pour qu'il y ait un bénéfice. Et il est conseillé d'ajouter des renforcements musculaires. Alors là, vous avez une liste de ce qu'on peut faire d'après l'OMS, marcher dans le passif, danser, jardiner, les travaux ménagers, la cueillette, les promenades. Ce qui compte, c'est bouger. C'est la sédentarité qui est délétère. Dès qu'on bouge, on fait du bien à la santé. Alors, dans le contexte des patientes sous hormonothérapie, il faut vraiment aller vers cet objectif de 300 minutes d'activité par semaine plutôt. Donc, une activité vraiment bien régulière et si possible, ajouter un petit peu d'activité physique à intensité élevée, passer quand c'est possible. Après, c'est pas évident après la maladie de se dire je vais démarrer une activité physique. Est-ce que je peux J'ai peur à cause de ma cicatrice. Ça, ce sont des questions qu'on peut se poser. Donc, on va se fixer des objectifs réalistes pour tenir dans la durée, trouver quelque chose qui nous plaît, sinon on va arrêter rapidement. Ce qui marche bien, c'est de prendre des engagements avec une amie, un groupe, une association. Si on a un horaire régulier, ça va être plus facile de se motiver aussi si on retrouve des gens qu'on aime. Et si on n'arrive pas toute seule à démarrer quelque chose, on peut se faire aider. Il y a plusieurs associations, notamment la CANI qui favorise le sport après cancer. Les ligues du cancer départementales ont souvent aussi des activités sportives à proposer aux patientes. Et on peut aussi voir avec son médecin traitant pour faire du sport sur ordonnance, c'est-à-dire avec un coach qui va prendre en charge nos antécédents médicaux et ce qu'on a envie de faire et qui va essayer avec nous de démarrer une activité physique. Et puis le but, ce sera de la maintenir dans la durée. Alors là, docteur, on peut préciser qu'avec cette période de crise sanitaire un peu particulière, si les femmes ne souhaitent pas sortir de chez elles, RoseUp propose des séances d'APA, donc d'activités sportives adaptées. Il suffit d'aller sur le site RoseUp, le site des Maisons Roses, et vous pouvez faire du sport à domicile en attendant de retrouver voilà, des conditions un peu plus favorables où vous vous sentirez un peu plus en sécurité pour ressortir. Et comme vous dites, après, il y a d'autres associations. Donc, n'hésitez pas à appeler la hotline de RoseUp, puisque nous sommes en lien et en collaboration avec les autres associations. Nous savons qui propose quoi, même en ce moment. Donc, certains ont pu reprendre, d'autres non. Et d'autres ont trouvé des solutions via des webinaires ou des ateliers à distance. Donc, il y a des choses, même actuellement. Donc, surtout, étant donné que cette activité physique est très importante, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Donc, on a vu plusieurs pistes pour réduire ces douleurs. Néanmoins, dans certains cas, on a des patientes qui sont vraiment allées au bout de toutes ces mesures avec une application bien régulière et néanmoins, elles ont trop mal. Et là, il faut vraiment les entendre et il faut vraiment voir son oncologue, en parler, lui dire franchement nos douleurs, lui dire ce qu'on fait avec son traitement parce qu'il y a des patientes qui ont tellement mal qu'elles ont arrêté le traitement et qu'elles n'osent pas le dire avec l'oncologue. Donc, il faut lui dire si vous avez arrêté vous-même ou pas à cause de ces douleurs, lui expliquer à quel point vous avez mal, s'aider du médecin traitant, si besoin d'un rhumatologue. Il y a quelques pistes qu'on peut essayer. Par exemple, modifier l'horaire de prise de médicaments. Ça, on a le droit d'essayer. Ça peut modifier éventuellement certaines douleurs. Si on le prenait le matin, on peut essayer le soir, pourquoi pas. On commence à s'intéresser à la chronobiologie. Pour le moment, on balbutie, mais ça peut être intéressant. Pourquoi pas changer de générique aussi, hein. On sait qu'il y a la molécule princeps, le médicament, différents génériques. Il y a globalement une efficacité comparable, correcte, avec des tests de tous les médicaments très très régulières. Donc ne soyez pas inquiets, en générique c'est efficace. Par contre, certaines patientes racontent qu'un générique convient mieux que l'autre, donc on peut essayer éventuellement avec son pharmacien de changer de produit. Parfois, ça marche un tout petit peu sur une réduction des symptômes. Alors effectivement, docteur, on a eu cette question-là, hein. Est-ce qu'on a forcément les mêmes effets secondaires entre deux médicaments? Est-ce qu'on peut changer ou prendre un générique? Ce que vous venez d'expliquer, cette question nous a été posée là à plusieurs reprises. Exactement.
première chose, ça va être essayer de changer au sein de la même molécule, en essayant différents génériques, peut-être en fonction de l'excipient ou du dosage du médicament, même si c'est contrôlé de manière très stricte. Parfois, il peut y avoir un changement de quantité très faible qui fait que ça influe sur les symptômes. Et du coup, docteur, une question, parce que beaucoup de femmes, hélas, nous le disent, aussi bien dans les Maisons Roses que sur le Facebook de Rose Up, que là actuellement, c'est qu'on encourage le dialogue avec l'oncologue, mais parfois certains oncologues n'entendent pas. On a même une femme qui nous dit, bah, mon oncologue, il me dit que les effets secondaires sur l'hormonothérapie n'existent pas. Certaines ne se sentent pas entendues et d'autres disent, bah, une fois que je suis passée sous hormonothérapie, pour eux, bah, j'ai fini mes soins et du coup, je ne suis plus entendue. Parfois, le médecin traitant ne connaît pas bien l'hormonothérapie et est perdu. Qu'est-ce que vous conseillez? Parce qu'elles sont très, très nombreuses à nous faire remonter ça et à beaucoup en souffrir parce que aujourd'hui, vous êtes là, vous donnez des explications et déjà le fait de dire oui, il y a des effets secondaires propres à chacune, voilà des petites pistes. Essayez, peut-être que ça ira un peu mieux, c'est une chose, mais au quotidien, voilà, ces femmes, qu'est-ce qu'elles peuvent faire quand vraiment il n'y a pas de réponse de l'oncologue? Certaines disent je ne suis pas prise en considération. C'est d'entendre ça et ça leur rajoute de la souffrance à la souffrance. C'est pas évident. Il y a vraiment un rationnel à ces douleurs. Il y a une protection par les œstrogènes des articulations qu'on perd à la ménopause. Et c'est assez classique. Les patientes qui sont ménopausées racontent qu'elles ont des douleurs d'arthrose et ça a été prouvé sous hormonothérapie. Ça fait partie des effets secondaires connus avec une fréquence importante, une intensité qui peut être importante. Il peut y avoir éventuellement ce qu'on appelle la méthode Coué, l'oncologue qui veut encourager la patiente à bien prendre son traitement en lui disant mais non madame, vous n'avez pas si mal que ça, tout va bien, continuez votre traitement, c'est important. Et voulant bien faire, voulant favoriser un traitement optimal pour sa patiente, il oublie peut-être de bien entendre sa souffrance. Alors, le médecin traitant peut être vraiment une aide et un rhumatologue dont c'est le métier de gérer ce type de douleur peut être une aide complémentaire. Il pourra vous diriger à la fois vers des thérapies médicamenteuses et à la fois peut-être vers un réseau de soins alternatifs comme de la rééducation, des soins locaux. Euh, les centres de douleur peuvent être aussi une aide dans tous les centres du cancer. Il y a des références pour des consultations antidouleurs. Ça peut être aussi une aide de développer des consultations, des soins complètement dédiés à ces douleurs. Parce que c'est vrai que lors de la consultation avec l'oncologue, il vérifie que tout va bien dans sa globalité et ils n'ont pas toujours la possibilité de consacrer du temps à la détection et à la prise en charge de ces douleurs. Est-ce que docteur, vous nous conseillez donc de voir aussi son médecin traitant ou un rhumatologue qui peuvent aider? Est-ce qu'on peut voir son gynécologue aussi? Ça peut être un allié ou... Alors pour les douleurs articulaires, c'est peut-être pas le meilleur allié parce que c'est pas dans notre formation. Mais pour toute la partie gynécologique qu'on abordera ensuite, oui. D'accord. Alors, ce qu'on peut envisager aussi, c'est d'arrêter ponctuellement le traitement, notamment s'il y a une crise douloureuse aiguë ou si, par exemple, on a prévu des vacances avec de la randonnée et qu'on sait que ça va être compliqué et de profiter de ces vacances de 15 jours, par exemple. Donc, on peut tout à fait envisager une pause courte de quelques semaines de son traitement dans l'objectif de favoriser un traitement au long cours. C'est préférable à un arrêt brutal et complet du traitement après quelques mois. Dialoguer avec votre oncologue. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas d'accord pour une pause courte de quelques semaines, le temps de récupérer. Ça peut être aussi une piste. Alors, il ne faut pas que ce soit bien sûr une pause de 15 jours tous les mois, mais un arrêt ponctuel, transitoire, peut être une piste pour récupérer des forces.
Une autre possibilité, c'est envisager un changement de traitement. Ça, c'est en accord avec l'oncologue. On a vu au début, il y a plusieurs molécules différentes, plusieurs de traitements. Donc, on peut envisager un changement de traitement. C'est vrai qu'on reste dans globalement le même spectre d'effets secondaires, mais parfois, ça modifie l'intensité des symptômes. Et il y a des patients qui supportent beaucoup mieux certains traitements que d'autres, avec là des facteurs individuels qui sont assez importants. C'est difficile de prévoir, mais c'est aussi une autre solution. D'accord. Il y a d'autres questions sur les douleurs? Sur les douleurs, non. Après, on aura des questions, docteur, sur les insomnies Oui, et, et sur la sécheresse vaginale avec les rapports sexuels qui peuvent être du coup douloureux. d'accord. Alors, on va clore le chapitre sur le système ostéo-articulaire avec la perte osseuse. Parce que le capital osseux, on l'acquiert au maximum à l'âge de 25 ans. Après, il y a une diminution régulière du squelette qui s'accélère lorsqu'on est en carence hormonale, donc soit avec la ménopause, soit avec l'hormonothérapie. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sent pas forcément. C'est pour ça que si besoin, on surveille par ostéodensitométrie. Donc, on voit la dame qui est allongée, qui va faire sa radio des hanches, sa radio du dos, pour mesurer son capital osseux, qui peut être altéré par l'hormonothérapie. Donc, en prévention et pour freiner cette perte, l'activité physique toujours, la vitamine D, puisqu'en France, on manque de soleil, une grande partie de la population est carencée en vitamine D, donc il est indiqué de supplémenter en vitamine D les patients à risque de perte osseuse, donc les patients sous hormonothérapie. Et puis, si vraiment c'est trop faible, il y a un traitement médicamenteux qu'on peut donner, soit l'oncologue, soit un rhumatologue, pour freiner cette perte osseuse. D'accord. Pas d'autres questions sur la perte osseuse? On a une personne qui nous dit qu'au niveau de la vitamine D, les 6 mois, elle demande si les 6 mois prescrits tous les ans doivent être prescrits par un gynécologue et si ça doit être plus de 6 mois ou comment ça se passe au niveau de la durée? Alors, globalement, on en a souvent l'été avec le soleil, mais pour les autres saisons, c'est indiqué de prendre une supplémentation. Ça existe sous ampoule qui dure assez longtemps, qu'on peut donner tous les 2, tous les 3 mois, ou alors sous forme de gouttes journalières. On fait aujourd'hui beaucoup moins de dosages qu'avant. Ils sont de moins en moins bien remboursés, puisque de toute façon, tout le monde est carencé. Donc, peu importe l'apport, c'est pas 6 mois puis on arrête, c'est vraiment on continue. Pour moi, ce serait toute la vie pour ces patients. Pas forcément une dose importante, mais au minimum les mois d'hiver, d'automne, quand il y a moins de soleil, pour vraiment diminuer cette perte osseuse au long cours. Et une femme nous demande si du coup il faut accompagner de calcium ou pas pour aider son capital osseux. Alors, le calcium peut être prescrit en complément. Les rhumatologues prescrivent régulièrement du calcium. Sans doute que ça augmente un tout petit peu l'efficacité de la vitamine D d'apporter un petit peu de calcium. Néanmoins, classiquement, avec une alimentation bien équilibrée, il n'y a pas de vraie carence en calcium. Ça me paraît secondaire. Par ailleurs, les cardiologues n'aiment pas toujours les supplémentations de calcium, en particulier pour les patients qui ont une atteinte cardiovasculaire. Par crainte d'aggravation de celle-ci. Alors, sans que ce soit très important, mais il y a une petite méfiance des cardiologues. En tout cas, certains rhumatologues prescrivent ce calcium pour augmenter l'efficacité de la vitamine D. Normalement, avec une alimentation équilibrée, on a déjà beaucoup de calcium. Mais si vous en prenez, il ne devrait pas y avoir d'effet non plus trop délétère. Il n'y a pas de données inquiétantes sur la prise de calcium. Et du coup, cette surveillance par ostéodensitométrie, elle a lieu tous les combien de temps à peu près? On nous pose la question. C'est un examen qu'il faut réaliser tous les ans, tous les 6 mois ou en fonction des Alors, douleurs? c'est
C'est un examen qu'on va être amené à faire de manière plus rigoureuse chez les patients sous anti-aromatase que sous tamoxifène, parce que là, l'effet sur l'os est plus important. Et souvent, on fait un examen de référence soit avant le traitement, soit au tout début du traitement, pour savoir s'il faut aller rapidement vers un traitement médicamenteux. Après, si l'ostéodensitométrie de départ est plutôt on peut attendre plusieurs années avant de faire un contrôle. On peut faire un contrôle au bout de 2-3 ans, par exemple. D'accord. Et une dernière question par rapport à la vitamine D. La vitamine D, on la trouve grâce au soleil aussi. Mais finalement, suite à son cancer ou parce qu'on est en hormonothérapie, est-ce qu'il faut faire attention au soleil? Parce que du coup, au final, on ne sait plus si on doit s'exposer au soleil ou pas. Ah, alors, par rapport à la hormonothérapie en elle-même, il n'y a pas de consigne particulière pour le soleil. Attention aux patientes qui sont sous chimiothérapie, parce que là, il peut y avoir indication à bien se protéger. Sous hormonothérapie, il n'y a pas de consigne spécifique, mais c'est comme tout le monde, attention au capital soleil. D'accord. Ok. Et dernière question, après on pourra continuer sur la suite. Au niveau des examens, est-ce qu'une scintigraphie osseuse remplace l'examen dont vous avez parlé précédemment ou pas? Alors, pas du deux examens très différents, même si tous les deux portent sur le squelette. L'ostéodensitométrie va juste vous dire si le squelette est bien solide ou s'il est plus fragile. Alors que la scintigraphie osseuse va regarder s'il y a des zones du squelette qui sont abîmées. Par exemple, avec l'arthrose, avec une fracture, et puis malheureusement également avec des lésions osseuses en lien avec le cancer. Il peut y avoir des images qui apparaissent avec la scintigraphie. Donc, c'est analysé par le radiologue parce que, par exemple, l'arthrose fait qu'il y a des images. Le fait d'avoir une fracture, il y a aussi des images. Donc, ce sont des examens très différents. L'ostéodensitométrie pour mesurer le capital osseux, la scintigraphie osseuse pour voir s'il n'y a pas une lésion sur le squelette et après on essaie de voir quelle est la nature de cette lésion. D'accord. Du coup, alors docteur, je pense que vous avez une petite déconnexion. Oui, Voilà, on vous retrouve. Alors, je pense qu'il va falloir repartager le document parce que pour ma part, je ne le vois plus. Ça y est, je vois que ça ne va pas tarder à arriver. Et du coup, on voit la présentation du diaporama sur le côté. Ça y est, c'est revenu à la normale. super. Alors, on va aborder également la santé cardiovasculaire parce que ces traitements qui majorent la carence hormonale font qu'on va perdre la protection par les œstrogènes. Les œstrogènes ont une action protectrice sur le système cardiovasculaire qu'on va perdre à cause de ce traitement. Ça ne veut pas forcément dire que le risque cardiovasculaire est très élevé. Ça dépend des patientes et ça dépend surtout des autres risques parce que ce qui compte sur le risque cardiovasculaire, c'est l'ensemble des facteurs différents. Un des facteurs majeurs, c'est le tabac, mais on va aussi vérifier qu'il n'y a pas un diabète, un excès de cholestérol. Souvent, les patients qui sont vus par l'oncologue ont un bilan sanguin assez régulier pour vérifier qu'il n'y a pas une accumulation de facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a un effet pour le tamoxifène qui est modeste mais qui est réel. Il y a un petit peu plus de risque de ce qu'on appelle phlébite, embolie pulmonaire, c'est-à-dire un caillot dans les veines. Ce qui fait qu'il y a certaines précautions qu'on donne aux patientes pour éviter la survenue de ces événements, notamment s'il y a une chirurgie lourde où on risque de ne pas marcher rapidement. On sait que c'est un risque d'avoir une phlébite, un petit caillot dans les jambes. Donc dans ce cas, on anticipe si c'est une chirurgie programmée avec l'arrêt du tamoxifène un peu avant l'opération et un peu après, et après on pourra le reprendre. D'accord. Alors, on va parler également de la fatigue et des troubles cognitifs et du sommeil. Alors, tous ces symptômes ont souvent une origine multifactorielle, mais l'hormonothérapie a un rôle. Souvent, on a une fatigue qui est accumulée à cause des traitements qu'on a déjà reçus. Et puis, on peut avoir aussi
une atteinte du moral qui est importante à détecter et à traiter. Il faut aussi vérifier que ce n'est pas autre chose. On peut faire une consultation avec son médecin traitant. Si on a été opéré, on peut avoir perdu un petit peu de fer, avoir une anémie, être sûr qu'il n'y ait pas un dysfonctionnement thyroïdien également par prise de sang. Si on est très très gêné, on peut avoir une évaluation neurocognitive pour voir quels sont les fonctionnements cognitifs les plus atteints et trouver des pistes pour y remédier. Et puis c'est vrai que la perturbation du sommeil, notamment par des bouffées de chaleur, font qu'on est beaucoup plus fatigué dans la journée et on peut avoir une consultation dédiée en centre du sommeil si besoin. Donc là aussi, l'activité physique a un rôle majeur. C'est toujours compliqué parce qu'on est fatigué, mais il y a une réduction importante de la fatigue avec l'activité physique. Pour les troubles du sommeil, il y a des conseils d'hygiène de vie qu'on connaît tous, comme diminuer la caféine dès l'après-midi, pas d'écran, notamment à cause de la lumière bleue le soir. Mais il peut y avoir une prise en charge spécialisée parce que des fois, on a des apnées du sommeil, des ronflements, des jambes qui bougent la nuit, qui vont nous empêcher de dormir. Et si tout s'accumule, la fatigue peut être vite insupportable. Alors, on va aussi prioriser sa vie parce que si on a moins d'énergie, on va essayer de la donner à ce qui est important pour nous. On peut s'aider aussi d'ateliers mémoire qui vont aider à faire fonctionner la mémoire bien régulièrement, l'entraîner. C'est comme un muscle, on peut faire des progrès. Et puis, quand vraiment c'est trop compliqué, ça peut arriver, on peut considérer un aménagement de son poste de travail. Donc, il faut qu'on en discute avec son médecin traitant, avec le médecin du travail, avec l'assistante sociale. Il y a par exemple les mi-temps thérapeutiques qui peuvent être utiles si on ne les a pas déjà utilisés. C'est vrai que c'est seulement 2 fois 6 mois, donc ça passe assez vite, mais c'est un statut qui peut être intéressant quand, malgré toutes les précautions, c'est très difficile d'avoir par exemple un emploi temps plein. Dans ce cas, on a un emploi mi-temps et puis une aide complémentaire. Donc, ça peut être une solution, voire même parfois, si c'est trop compliqué, avec l'assistante sociale et les médecins, on peut faire un dossier à la maison des solidarités, donc un dossier d'handicap en disant que la fatigue est telle, il y a des troubles cognitifs, des troubles de l'attention, et donc la personne nécessite un aménagement de poste. D'accord. Visiblement, c'est assez clair puisque il y a peu de questions. Voilà, mais ça, éventuellement, on pourra refaire un webinaire droit du travail ou assistante sociale sur le mi-temps thérapeutique, voilà, ALD, non ALD, parce que je vois qu'il y a quelques questions là-dessus, mais qui sont plus à caractère social, où je pense qu'une assistante sociale sera beaucoup plus à même d'y répondre. D'accord. Donc, on va aborder la partie gynécologique que vous pourrez également aborder avec votre gynécologue. Donc, tous ces traitements ont bien sûr un retentissement sur la sphère gynécologique, puisqu'il y a beaucoup de récepteurs aux hormones sur la sphère gynécologique. Donc là, vous voyez le vagin, l'utérus, les ovaires. Au niveau de l'utérus, il y a un risque spécifique avec le tamoxifène qui n'existe pas avec les autres molécules. C'est une stimulation de la membrane de l'utérus. Donc, vous voyez l'utérus avec sa cavité qui a une forme triangulaire et sa muqueuse, c'est la petite partie un peu rose foncé, ça c'est l'utérus, la membrane. Elle peut s'épaissir sous tamoxifène, ça peut donner des saignements. Ça, c'est un motif de consultation auprès de son gynécologue. Et on explique également aux patients sous tamoxifène qu'il y a une petite augmentation du risque de cancer de l'utérus. Alors, c'est souvent très difficile d'entendre cette information. Ça paraît complètement illogique de se dire j'ai eu un cancer du sein, on me donne un traitement pour diminuer mon risque de récidive, mais attention, on me dit que ce traitement peut favoriser un autre cancer. Donc, c'est compliqué pour les patientes. Il faut savoir que les cancers de l'utérus se diagnostiquent en général assez tôt, puisque ce sont des cancers parlants, ça donne des saignements.
Et donc, dans ce cas, on fait des explorations assez tôt. Et pour les patients tamoxifène, en général, de manière systématique, on fait un bilan gynécologique complet avant le traitement avec une consultation, une échographie, et puis il faut garder un suivi régulier. Alors, on fait les frottis, mais les frottis n'ont pas forcément un rôle de dépistage de ce type de cancer parce que le frottis, c'est sur la partie col utérin du schéma, alors que ce type de cancer se développe plus haut dans la partie corps de l'utérus. Mais ce sont donc des cancers qui saignent assez fréquemment et précocement, donc qui sont dépistés tôt et qui se soignent globalement bien. En termes de fréquence, ça n'a rien à voir avec la fréquence du cancer du sein qui est beaucoup plus élevée. Ce ne sont pas forcément des chiffres actuels, mais il y a un facteur 10, il y a 10 fois moins de cancer de l'endomètre chaque année. Donc c'est un cancer beaucoup plus rare, même s'il y a une petite augmentation du risque avec le tamoxifène, le risque réel est plutôt faible. On va aborder les autres problèmes gynécologiques. Une question qui est revenue régulièrement, la libido. Alors, qu'est-ce que la libido? C'est l'intérêt à la sexualité qui apparaît en général avec la poussée pubertaire, avec les hormones. Et donc là, il y a une carence hormonale. Donc, bien évidemment, cet élan de libido qui est apparu avec les hormones, de la même manière, il est en sommeil. Alors, fort heureusement, la sexualité féminine n'est pas dépendante que des hormones. On peut avoir une sexualité tout à fait satisfaisante, c'est bon pour la santé. Et quand tout va bien, les hormones ne sont pas nécessaires. Les études sur les couples de seniors en bonne santé montrent qu'ils gardent une sexualité satisfaisante. Mais c'est vrai que sous hormonothérapie, c'est compliqué. On a de la fatigue, les troubles du sommeil, les douleurs. On a l'image corporelle qui a changé. Ça peut être les cheveux. J'ai une question sur cheveux et hormonothérapie. Alors, c'est surtout la chimiothérapie qui porte atteinte aux cheveux, mais parfois la repousse est compliquée et l'hormonothérapie, sans donner une perte de cheveux intense, n'est effectivement pas tout à fait bonne pour la repousse. Elle favorise une densité capillaire un peu moindre, mais souvent, ce n'est pas rapporté par les patientes. Le poids souvent a changé. On a des cicatrices, ça peut être compliqué pour la sexualité. Le moral a pu être atteint. Malheureusement, il y a de nombreux couples très perturbés par la maladie ou qui se sont séparés. Et il y a également des troubles génitaux urinaires. Donc tout ça va influencer la sexualité. Alors là, vous avez le vagin et on voit à quel point le vagin est dépendant des hormones sexuelles. À gauche, on a le vagin avant la ménopause. On voit que la partie en violet foncé, la muqueuse vaginale et d'une épaisseur sont présents. Et à droite, on voit, après la ménopause ou sous hormonothérapie, que cette muqueuse violette, elle est devenue très fine et que ces vaisseaux sanguins sont plus rares. Donc ça donne un vagin plus fragile et une lubrification qui est plus faible et de moins bonne qualité. Donc ça ne favorise pas des rapports. Il y a plusieurs types de traitements possibles. Déjà des mesures d'hygiène de vie très douces. La toilette, ça va être avec un produit une seule fois par jour. S'il y a plusieurs toilettes par jour au niveau de la vulve, l'application du produit, c'est une seule fois. Ça peut même être une toilette à l'eau. Pas de lingette, pas de toilette interne. Favoriser la non-macération en mettant de préférence des slips en coton. Si on utilise des protège-slips, en limiter la durée. Si on n'a pas le choix, prendre les protections les plus simples possibles, sans parfum. Souvent, les protections de type marque de grande surface sont beaucoup plus saines, sans parfum, sans les gels absorbants. Et qu'on est vraiment gêné en pharmacie, aussi des protections en coton très très simples, très douces. Ça peut aider également. Ça, ce sont pour les mesures d'hygiène de vie. Après, tout comme on se met de la crème sur les mains parce qu'elles sont sèches, on va pouvoir traiter la vulve et le vagin. Il y a plusieurs produits spécifiques qui se sont développés, qu'on peut se procurer
en pharmacie, en parapharmacie. La crème vulvaire, on peut la mettre tous les jours. On peut mettre une crème vaginale, ça se met souvent avec une petite canule, par exemple 2 fois par semaine. Il y a plusieurs produits qui existent, notamment à base d'acide hyaluronique. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les crèmes anti-rides. Et ça marche plutôt bien. Et aussi pour les rapports, on utilise un lubrifiant adapté, c'est-à-dire plutôt acheté en pharmacie, parapharmacie et dédié aux femmes ménopausées qu'un lubrifiant du grand commerce. Et puis, on peut aussi utiliser le laser vaginal. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau, mais ça marche très bien. Et c'est vrai que pour les femmes sous hormonothérapie, ça peut être très utile parce qu'elles sont très gênées. Docteur, ce laser, c'est bien le laser Mona Lisa? Alors, il y a plusieurs laboratoires qui ont développé des produits, dont le laser Mona Lisa, oui. D'accord. Donc là, on retrouve la muqueuse vaginale de tout à l'heure. C'est à gauche la petite membrane violette qui est très mince, et à droite, on voit qu'elle s'est réépaissie grâce à l'action du laser. Comme s'il y avait à nouveau les hormones, alors que c'est simplement l'effet du laser. Et ça s'est inspiré des techniques de laser anti-rides. Ce sont des lasers très doux, avec une action seulement superficielle, mais qui vont restimuler la synthèse du collagène, qui a tendance à beaucoup diminuer avec le temps. Et donc, ça donne à nouveau des tissus plus denses qui gardent mieux l'eau, donc des tissus plus résistants. Et pour ce qui est du vagin, on retrouve un petit peu d'hydratation et de lubrification vaginale, des choses plus confortables. Donc là, vous avez la machine. Donc c'est une machine qui vaut très cher. Les centres hospitaliers s'équipent doucement en France. Les cabinets privés également. Le problème des cabinets privés, c'est que en général, ces soins sont très chers, avec environ 300 € la séance, et il faut au moins 3 séances pour être bien traité. Ce n'est pas encore bien remboursé. C'est mieux remboursé dans les centres hospitaliers, mais c'est vrai que les équipements arrivent très doucement pour l'instant dans les hôpitaux en France. En tout cas, c'est réalisé lors d'une simple consultation. Il n'y a pas besoin d'anesthésie, ça fait pas mal. Ça peut être un petit peu sensible, mais dans ce cas, on adapte la puissance du traitement. Ça dure que quelques minutes. Il faut au minimum 3 séances espacées d'1 mois pour être soulagé. Et docteur, où trouver ce type de séance? Alors, il y a beaucoup de cabinets libéraux qui se sont équipés. Attention au prix. Ils ont des délais plus rapides. Je ne connais pas bien l'équipement des hôpitaux de province. En région parisienne, à Gustave-Roussy, nous sommes équipés. Nous avons une liste d'attente de plus d'1 an et demi, ce qui fait que l'accès au traitement est pour l'instant compliqué dans notre établissement et qu'on se concentre sur nos patientes qui attendent depuis longtemps. La Pitié-Salpêtrière s'est également équipée et je n'ai pas de nouvelles récentes, mais il me semble qu'ils ont des délais de prise en charge des patientes qui sont plus rapides. J'ai pour le moment pas beaucoup d'informations sur l'équipement des autres centres, mais si ce n'est pas en cours, ça se fera prochainement parce que c'est vraiment un bon traitement pour cette sécheresse. Il me semble que l'hôpital Béclair est en train de s'équiper aussi. Et du coup, docteur, on est bien d'accord qu'il faut le faire absolument en milieu hospitalier parce qu'il y a une personne qui nous demande si ça peut être pratiqué par un dermatologue ou un cabinet esthétique. Alors, il faut que ce sont des machines fabriquées par des laboratoires qui font des machines laser. Donc, ce sont les mêmes qui sont utilisées par les dermatologues. Celles qu'on a, nous, à l'hôpital, pourraient, avec d'autres sondes et d'autres réglages, être utilisées pour faire un laser dermatologique. Donc, il faut que ce soit pratiqué par un médecin. Si le dermatologue a une formation spécifique pour réaliser ces soins, ça ne me choque pas que ce soit réalisé dans ce contexte-là. Par contre, attention, dans tous ces cabinets, on sait qu'il y a souvent des dépassements et que ça peut être assez vite onéreux, surtout qu'il faut prévoir au moins 3 séances espacées d'1 mois, et puis au long cours, sans doute. D'accord. Voilà, docteur, on vous a perdu un petit moment. Je pense que vous allez revenir. Voilà.
Docteur, il nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il est possible pour vous qu'on prolonge un petit peu ce webinaire parce qu'il y a une audience importante, donc tout le monde est intéressé vraiment par votre intervention. Et puis nous avons quelques questions après. Est-ce que vous pouvez nous accorder encore une petite demi-heure en plus ou c'est compliqué pour vous? Non, non, il n'y a pas de problème. J'essaie de reprendre Le, le ouais, document. le diaporama, mais je ne vous vois plus. Alors, nous, on vous voit. Voilà. 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 Donc, effectivement, là, vous êtes en train de partager votre document. Ça y est, on est à Voilà. nouveau dessus. Voilà. Donc, je vais aborder rapidement les autres troubles gynécologiques. Comme ça, on aura un petit peu de temps pour d'autres questions si besoin. Donc, il y a souvent aussi des troubles de la flore vaginale, c'est-à-dire que le vagin, il se protège grâce à des bonnes bactéries. Et souvent, après la chimiothérapie et ou après les antibiotiques, est favorisé par la carence hormonale, cette flore est très pauvre. Donc, on peut avoir des démangeaisons, des pertes, il peut y avoir des odeurs. Donc, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les mesures d'hygiène de vie qui doivent être précautionneuses sont importantes. Et puis, on peut aussi donner, si besoin, si on a ce type de trouble, des traitements spécifiques comme des probiotiques qui vont apporter la flore ou des prébiotiques qui la favorisent. Ça se trouve en pharmacie et ça peut être aussi bien sûr en discussion avec votre gynécologue. Et puis voilà, s'il y a vraiment des grosses brûlures ou des démangeaisons importantes, il faudra voir votre gynécologue pour un traitement. Et puis voilà, cette fragilité de la flore protectrice, cette carence hormonale vont favoriser les infections urinaires, pas chez tout le monde. En cas d'infection aiguë, bien sûr, des antibiotiques. Si c'est des infections à répétition, bien boire, uriner régulièrement. Il y a aussi des compléments préventifs qu'on peut prendre. Là aussi, probiotiques, la cranberry, et si besoin, des antibiothérapies au long cours. On choisit des molécules les plus douces possibles, c'est possible également. Docteur, est-ce que l'hormonothérapie peut favoriser les mycoses aussi? Oui, parce que la flore vaginale est plus faible. Alors pour les mycoses, on évitera de manger trop de sucre. Et il peut y avoir aussi des traitements de fond avec un traitement de crise et éventuellement un traitement décontaminant anti-mycotique pour la flore digestive s'il y a des mycoses à répétition. D'accord, merci. Et en dernier lieu, sur les complications gynécologiques, on va avoir les troubles périnéaux. On a vu tout à l'heure les organes gynécologiques internes, mais le périnée, tout ce plancher musculaire est également soumis aux hormones. Ce plancher musculaire, il est fragilisé par la fatigue, la perte de poids sur la chimiothérapie éventuellement ou la carence hormonale, et on peut avoir des fuites. Et pour ça, il faut savoir qu'il y a un traitement et il faut que ce soit pris en charge. On peut faire de la rééducation, ce n'est pas réservé aux femmes qui viennent d'accoucher, on peut en faire à tout âge avec une sage-femme ou un kinésithérapeute. Il y a même des kits d'autotraitement. Comme tous les muscles, il faut un entretien régulier, sinon il n'y aura pas de bénéfice au long cours. Il y a aussi des fois des traitements médicamenteux qu'on peut donner lorsque c'est un problème de vessie irritable qui donne des fuites urinaires. Et dans certains cas, on peut aller jusqu'à une prise en charge chirurgicale. Donc ça, c'est important d'en parler aussi. Il faut savoir que l'hormonothérapie va favoriser ces troubles par la carence hormonale. Voilà. Donc au total, on a vu que la carence en œstrogène a un effet important. On a essayé de trouver des pistes pour gérer au mieux ces effets secondaires. C'est pas magique. Il y a un vrai dialogue à avoir avec vos médecins sur les différents symptômes pour avoir une bonne communication et trouver les meilleurs moyens de vous traiter. Voilà, j'ai terminé pour la présentation. S'il y a des questions. Oui, j'en ai plusieurs, docteur. Déjà, nous avons Elisabeth qui nous demande si l'hormonothérapie peut causer des maux de tête et des vertiges. Alors, les vertiges, c'est pas classique du tout. Les maux de tête, c'est pas souvent rapporté, mais à la ménopause, il y a un petit peu plus de maux de tête.
C'est possible que ça favorise chez cette patiente les maux de tête. Ce n'est pas fréquemment rapporté. Par contre, les vertiges, ça m'intrigue un petit peu plus. C'est peut-être bien qu'elle revoie son médecin pour refaire un point, être sûr qu'il n'y ait pas un problème de tension artérielle, par exemple. D'accord. Au vu de votre présentation qui est vraiment claire pour tout le monde, je vous remercie. Certaines femmes demandent si elles pourront avoir accès à ce document ou pas. Oui, simplement, j'ai trouvé certaines illustrations sur Internet. Elles peuvent éventuellement avoir des droits, donc plutôt pour un usage privé. Mais oui, il n'y a pas de souci, elles pourront Oui, avoir je pense que c'est plutôt les pour celles détails. enfin voilà, pour Oui, revoir oui. certains détails. Et certaines femmes nous disent que finalement, quel est le rapport bénéfice-risque avec tous les effets secondaires que vous confirmez. Voilà, certaines sont hésitantes. Quel choix faire? Est-ce que ça vaut le coup finalement de prendre de l'hormonothérapie avec tous ces effets secondaires? Alors, si l'oncologue a décidé de vous prescrire l'hormonothérapie, c'est que pour lui, au vu de ses effets secondaires qu'il connaît, ça avait un bénéfice important. Si on étudie un grand nombre de femmes qui ont eu un cancer du sein qui expriment les récepteurs hormonaux, et si on étudie chez ce grand nombre de femmes le risque de récidive, que ce soit local, général, on a une diminution de ce risque de récidive de 41% entre les femmes qui ne prennent pas l'hormonothérapie et celles qui prennent du tamoxifène. Et les anti-aromatase sont un petit peu plus efficaces avec encore 20% de protection supplémentaire. Donc il y a une réelle diminution des risques de récidive grâce à ce traitement. D'accord. Et comme vous disiez, si les effets secondaires sont vraiment insupportables, et puis même du moment qu'il y a effets secondaires, ne pas hésiter à en parler à son oncologue, à son médecin traitant, pardon. Et comme certaines femmes nous disent leur difficulté à communiquer avec un de leurs médecins, elles peuvent voir l'autre. C'est-à-dire que si l'oncologue a du mal à l'entendre, elles peuvent voir le médecin traitant. On me demande comment on calcule en fait cette durée au niveau de l'hormonothérapie. Certaines femmes, on leur préconise 5 ans, d'autres 7 ans, d'autres 10 ans, d'autres 3 ans. Et du coup, elles disent, mais bon, il y a Valérie qui dit, bon, on m'a prescrit 5 ans, est-ce que c'est justifié finalement? Alors, jusqu'à il y a peu de temps, toutes les études scientifiques étaient réalisées sur la durée de 5 ans. Et ces chiffres que je vous ai donnés de réduction de risque de 41% des récidives avec le tamoxifène et 20% supplémentaires avec les anti-aromatases, ça c'est pour une durée de 5 ans. Ces dernières années sont apparues des études scientifiques sur des durées d'hormonothérapie plus longues et au cas par cas, on envisage effectivement, en accord avec la patiente, de prolonger ces traitements. Ce n'est pas pour toutes les patientes, c'est plutôt pour des patientes qui, au départ, avaient un risque de récidive un peu plus important que les autres et donc on a envie de leur proposer cette protection plus longtemps parce qu'on sait qu'elle sera un petit peu plus efficace. Mais il est vrai que c'est au prix de tous ces effets secondaires qui pourront être majorés. Et dans ces études, on voit effectivement que c'est réel, qu'il y a aussi des risques à prolonger ces traitements. C'est pour ça que ça va être au cas par cas. On dessine pour l'instant quelques recommandations et quelques cas particuliers pour lesquels on va prolonger cette hormonothérapie. Après, si au bout des 5 ans, la tolérance est intolérable, ce sera aussi dans la discussion avec l'oncologue. Certaines personnes se posent la question, une hormonothérapie sur une durée aussi longue, est-ce que le foie va arriver à suivre? Certaines sont inquiètes pour leur foie. Si elles n'ont pas de pathologie sous-jacente au niveau du foie, les bilans du foie restent bien au cours des années de traitement. D'accord. Donc, Et ça on ne a doit pas être un Stéphanie. motif d'inquiétude particulier.
On a Stéphanie qui nous demande quand on fait une récidive, est-ce qu'après on peut avoir de l'hormonothérapie finalement à vie? Est-ce que ça existe d'avoir de l'hormonothérapie en permanence? Alors oui, parce que les durées de 5 ans dont je vous ai parlé, c'est les prescriptions dans le contexte d'un cancer du sein qui vient d'être traité. Dans le contexte d'une récidive, l'oncologue peut effectivement décider d'un traitement au long cours par hormonothérapie. Et dans ce cas, ce sera d'autant plus important de bien prendre en charge les effets secondaires puisqu'il va falloir essayer de tenir dans la durée ce traitement. D'accord. Au niveau des effets secondaires, justement, vous nous avez donné des petites astuces pour essayer de mieux les supporter. Est-ce que sur le temps de prise de l'hormonothérapie, un effet secondaire peut s'atténuer, s'accentuer ou les effets qu'on ressent, ça sera toujours les mêmes au niveau intensité? Alors, pour ce qui est des bouffées de chaleur, en général, ça s'installe assez vite. Pour ce qui est des douleurs articulaires, du poids, ça peut s'intensifier au fur et à mesure des années. D'accord. Alors, je reprends un petit peu mes notes parce que j'ai noté au fur et à mesure de votre intervention les questions parce qu'elles défilaient. Donc, une personne nous demandait est-ce que l'hormonothérapie peut avoir une incidence sur la repousse des cheveux? Est-ce que ça peut ralentir la repousse des cheveux ou pas? Alors, oui, on l'a abordé au cours de la présentation. Concrètement, c'est vraiment la chimiothérapie qui a porté atteinte aux cheveux. Sans doute que l'hormonothérapie ne favorise pas une bonne densité et puis l'hormonothérapie favorise peut-être aussi au niveau des tempes un peu moins de cheveux, ce qu'on appelle l'alopécie androgénique. Mais normalement, on doit avoir une repousse quand on est sous hormonothérapie. Si ce n'est pas le cas, il faut vraiment se faire aider par un dermatologue. D'accord. On parle beaucoup de prise de poids. On a une ou deux personnes qui nous disent que elles, ça a été l'effet contraire, ça leur a coupé la faim et qu'elles ont eu des pertes de poids. Est-ce que vous entendez souvent cette remarque? Alors, très peu. Sous chimiothérapie, oui. Dans certains cas de syndrome dépressif, oui. En dehors de ça, je trouve ça un petit peu étonnant. Est-ce qu'elles n'ont pas un problème thyroïdien associé Si c'est une perte de poids D'accord. modérée, il n'y a rien d'inquiétant, mais si c'est un processus dynamique avec une perte de poids qui se majore, il faut qu'elle vérifie qu'il n'y ait pas autre chose. C'est pas D'accord. typique, c'est vraiment le gros problème, c'est la prise de poids. C'est pas tout à fait typique. Si elles sont trop Euh, gênées, peut-être qu'elles essaient de changer de générique ou de produit en accord avec l'oncologue et après avoir fait un bilan de santé. d'accord. Une femme nous demande par rapport aux compléments alimentaires, à ce type de produit, est-ce que l'huile d'onagre est une bonne idée ou est-ce qu'il faut mieux éviter quand on est sous hormonothérapie? Alors, je dirais bourrache, mais il y en a au moins une des deux qui est ce qu'on appelle un phytoœstrogène, donc c'est-à-dire qui va mimer l'action des œstrogènes, même si c'est une action faible, en utilisation en prise régulière, c'est contre-indiqué. Vraiment, il faut aller chercher, vous avez les références dans la présentation, des liens pour trouver pour chaque produit. Si c'est un phytoœstrogène, il vaut mieux éviter puisque c'est l'effet inverse de l'hormonothérapie. Ça va un petit peu stimuler, alors même si c'est très peu, dans le contexte, on préfère appliquer le principe de précaution et éviter tout ce qui est phytoœstrogène. Pour D'accord. les compléments alimentaires, moi j'ai une question qui est revenue plusieurs fois sur l'homéopathie. Alors, j'ai pas eu de formation sur l'homéopathie. De ce que j'en sais, ce sont des produits extrêmement dilués, contrairement à la phytothérapie, contrairement aux huiles essentielles, aux extraits de plantes. Donc moi, je vois pas trop d'opposition à l'utilisation de l'homéopathie, mais dans ce cas, il vaut mieux voir avec un homéopathe directement. D'accord. Du coup, on me demande aussi, une fois qu'on arrête son traitement, qu'on a fini cette durée en fonction de ce qui a été prescrit, hein, 3, 5 ans, 7 ans, est-ce que les effets secondaires perdurent? Est-ce qu'ils partent rapidement? Est-ce qu'il faut un temps pour qu'ils disparaissent? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai qu'avec
l'arrêt du traitement, il va y avoir une amélioration de ses effets secondaires. Elle ne va pas être rapide parce que c'est un médicament, par exemple, même avec une prise, il persiste un peu de médicament plusieurs jours dans le sang. Donc, après arrêt, il faudra plusieurs jours, voire même plusieurs semaines pour avoir une amélioration par rapport aux effets secondaires. Et puis, il faut tenir aussi en compte du fait que quand on arrête le traitement, on a 5 ans de plus qu'au début de la prise. On a pu passer en ménopause ou on a avancé en âge et donc tous ces effets de la carence hormonale se sont accumulés. Donc souvent, on garde une partie des effets secondaires, mais ils sont améliorés. D'accord. Justement, certaines femmes disent qu'elles ont été ménopausées et elles veulent savoir si à l'issue du traitement, elles vont retrouver des règles ou est-ce que c'est une ménopause qui est définitive? Donc ça, ce sont des patientes sous tamoxifène qui posent la question. Ça ne m'a pas forcément été précisé, mais j'ai vu plusieurs questions comme ça, à savoir si la ménopause était définitive même après les traitements. Alors, le traitement lui-même ne va pas favoriser une ménopause, mais c'est vrai que les patientes qui sont sous traitement, sous tamoxifène, certaines peuvent avoir des règles, elles peuvent aussi ne pas en avoir, ça ne change rien du tout à l'efficacité. Le fait est qu'au moment d'arrêter, elles auront eu 50 plus et souvent elles auront eu la chimiothérapie, donc ça va dépendre de l'âge. Si au moment de l'arrêt, elles sont très proches des 51 ans, de l'âge naturel de la ménopause, il y a de grandes chances que l'arrêt soit définitif. De même si elles sont en périménopause, après 45 ans, on peut retrouver un peu de règles, mais sinon ça a tendance à s'arrêter. Si l'arrêt se fait avant 45 ans, souvent on retrouve des règles. D'accord. Est-ce que l'hormonothérapie peut déclencher des douleurs pelviennes et des kystes? Alors, le tamoxifène va favoriser les kystes aux ovaires. Si c'est trop embêtant, on peut envisager une pause le temps de la résolution des kystes ou un traitement complémentaire que pourra prescrire le gynécologue ou l'oncologue. Et ces kystes, oui, peuvent donner des douleurs pelviennes, mais le motif numéro 1 des douleurs pelviennes, c'est la fragilité générale de la sphère gynécologique. D'accord. Est-ce que ça peut aider aussi et déclencher des fibromes? Les fibromes avec tamoxifène peuvent pousser peut-être un petit peu plus. En général, les patients ne sont pas très gênés, mais si besoin, on peut également donner des traitements complémentaires. D'accord. Est-ce que l'hormonothérapie peut déclencher une sécheresse oculaire? J'ai pas eu encore cette question. C'est pas tout à fait ma spécialité, les oreilles. Oculaire, une sécheresse. Ah, les yeux, pardon. Des Une yeux. sécheresse des Des yeux. yeux. Ah, si, alors cette question-là, je l'ai déjà eue de manière rare. Je suis un peu étonnée, mais c'est possible. C'est possible qu'il y ait un petit retentissement. Alors, probablement chez des patientes qui ont eu la chimiothérapie, ce qui a déjà favorisé une sécheresse avec un déficit en larmes, sans doute plutôt chez ces patientes. Oui, ça me semble compatible. Ça me semble possible que ce soit en lien. Pour ça, il y a des larmes artificielles si besoin, puis qu'elles voient un ophtalmo, être sûr qu'il n'y a pas autre chose. D'accord. Vous parliez tout à l'heure que parfois l'hormonothérapie peut être stoppée s'il y a une grosse intervention. Est-ce que dans grosse intervention, on entend aussi les reconstructions justement suite à un cancer du sein? Alors, ça va dépendre du type de reconstruction. Si c'est ce qu'on appelle un hypofilling, c'est-à-dire prendre le gras, injecter dans le sein, ce n'est pas forcément une intervention pour laquelle on aura des jours d'immobilité ensuite. On retrouve une mobilité assez rapidement. Mais si c'est une reconstruction plus lourde, par exemple les reconstructions du sein par lambeaux musculaires, ça sont des chirurgies lourdes. Et oui, là, clairement, pour le tamoxifène, il vaut mieux arrêter avant et reprendre quelques semaines après, une fois qu'on a repris sa mobilité. Comme ça, il y a beaucoup moins ces événements veineux de caillot, phlébite, embolie pulmonaire. D'accord. Et du coup, une personne se posait la question, faut-il aussi l'arrêter avant de prendre l'avion si on fait un long trajet pour partir en vacances?
Voilà, ça va dépendre, hein. Sur un vol très court de moins de 2 heures, je ne vois pas trop l'intérêt. Après, sur un vol plus important, déjà, on va essayer de bien bouger. Si on peut marcher un petit peu dans l'avion, aller aux toilettes plusieurs fois, bien bouger ses jambes. Par exemple, mettre des bas de contention. Et puis oui, pourquoi pas, si vraiment c'est ce qu'on appelle les vols long courriers très longs, pourquoi pas arrêter 1 ou 2 jours avant et puis 1 ou 2 jours après pour diminuer le risque. Sur une prise globale de 5 ans, ça ne fera pas de différence et ça peut éviter certaines complications. D'accord. On a une femme aussi qui nous dit qu'elle a fait un AIT et un AVC sous Femora et du coup, elle se demande si c'est éventuellement lié ou pas. Alors, comme on a vu tout à l'heure, la santé cardiovasculaire est dépendante de multiples facteurs, mais c'est vrai que les antiaromatases majorent le risque cardiovasculaire et sans doute son traitement a eu un rôle favorisant sur la survenue de ces événements. Donc, c'est important que l'oncologue soit au courant et que la balance bénéfice-risque de la poursuite du traitement soit posée. D'accord. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Il y a plusieurs questions donc, qui se regroupent, donc je vous en ai parlé. Et puis, il y a d'autres questions auxquelles je répondrai juste après vous. Voilà, on nous parle, notamment, on nous parle d'alimentation euh, ou de techniques non médicamenteuses. Sachez que nous proposons tout au long de la semaine des interventions différentes. Donc aujourd'hui, c'est le docteur Verrer, gynécologue à l'Institut Gustave Roussy, qui répond à vos questions. Mais nous avons aussi une diététicienne qui intervient et qui, du coup, a traité cette partie-là, hein, nutrition et hormonothérapie, mais on pourra effectivement la refaire si vous en avez besoin. Nous avons une sexologue qui intervient aussi et qui va intervenir à nouveau d'ici 15 jours de mémoire. Donc, n'hésitez pas à regarder le programme parce que parfois, nous faisons intervenir différents intervenants sur la même thématique afin de répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, comment avoir le programme? Tout simplement en allant sur le site Rose Up, Marilène, ou sur le site des Maisons Roses, qui sont un projet de l'association Rose Up. Je regarde s'il nous reste une dernière question, docteur. Alors, j'espère que j'ai oublié personne, mais effectivement, nous pourrons un peu plus tard refaire un point. On a en tout cas beaucoup de remerciements, docteur, comme quoi votre intervention était très claire et très pédagogique et que du coup, voilà, j'y vois un peu plus clair. Et puis, je pense aussi le fait qu'un médecin dise que oui, il y a des effets secondaires et que ça soit reconnu. Voilà, déjà, le fait d'être pris en considération, c'est très, très important. Il y a beaucoup de merci là qui défilent, donc je pense que vous les voyez aussi. Alors, on a beaucoup parlé des effets secondaires et pas beaucoup des bénéfices du traitement, mais clairement, le message clé de tout ça, c'était justement vous aider à gérer les effets secondaires pour augmenter vos chances de bien supporter votre traitement, de le maintenir longtemps. Et vraiment, une phrase clé aussi, c'est le dialogue avec votre oncologue. Malheureusement, on est soumis dans les centres à des pressions de consultation. On ne peut pas forcément passer 1 heure en consultation avec chaque patient, c'est impossible, mais dites ce que vous ressentez, dialoguez, aidez-vous des autres médecins, c'est important. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Donc, je rappelle que ce webinaire est enregistré et que pour celles là, qui demandent la rediffusion, vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de Rose Up d'ici à peu près une quinzaine de jours. Car comme le disait Céline Lisraou là sur la dernière newsletter, nous sommes une toute petite équipe. Donc, du coup, il faut un petit peu de temps parce que nous travaillons plusieurs sujets. Docteur, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. J'en profite pour rappeler que les Maisons Roses restent actuellement fermées jusqu'au 30 juin avec l'objectif de vous protéger tous, mais aussi nous protéger. À l'issue, en fonction de la crise sanitaire, si nous pouvons réouvrir, nous le ferons avec grand plaisir. Et sachez que sur Paris comme sur Bordeaux,
il y a des interventions que nous appelons des cafés ménopause. Donc, le docteur Verrer intervient sur la Maison Rose de Paris un samedi matin par mois afin de répondre à toutes vos questions. Voilà, docteur, merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. Au Et revoir. merci pour ce temps. Au revoir. Au revoir.